est maintenant retransmis par streaming à différents coins du monde. Nous savons bien que nous avons beaucoup de personnes qui nous suivent d'ici au Luxembourg parce qu'ils n'ont pas aimé se déplacer et avoir l'opportunité de suivre le débat via les réseaux, donc c'était très indiqué. Mais nous saluons très particulièrement nos personnes qui nous suivent à partir de la France, à partir de la Belgique, à partir de la Suisse, et aussi au moins une ou deux personnes que nous savons aussi nous suivent à partir du Colombien que nous avons. Donc, beaucoup de personnes qui nous suivent d'ici au Luxembourg donnons une cordiale bienvenue à cet événement. Cet événement qui, comme vous le savez bien, se place dans une initiative de l'Assemblée nationale catalane. Cette initiative s'appelle la Catalan Week, la semaine catalane. C'est un ensemble de différentes initiatives politiques et de diffusion des différents aspects de la situation en Catalogne qui ont été organisées par les assemblées extérieures de l'Assemblée nationale catalane. Au total, je crois qu'il y a eu une douzaine d'actes qui ont été organisés un peu partout en Europe, notamment, et qui ont commencé autour du 1er octobre et qui finiront le 14 octobre. Pourquoi autour du 1er octobre? Je crois que tout le monde le sait très bien. Le 1er octobre 2017, c'était la date dans laquelle la Catalogne a essayé de faire son référendum d'autodétermination avec les résultats qu'on connaît et notamment avec la répression qu'on connaît. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là qui se place cette initiative d'aujourd'hui, cette table ronde qu'on a voulu faire un peu pour contraster des idées, pas seulement entre des Catalans et des personnes proches de la cause catalane, mais aussi avec des représentants des forces politiques luxembourgeoises qui, à un moment ou un autre, ont été confrontés, comme tout le monde, avec ce qui s'est passé en Catalogne. Donc, bon, aussi, je vais remercier bien évidemment l'Assemblée nationale catalane pour l'invitation qui m'a fait à présenter ou modérer cette table ronde d'aujourd'hui. Et on peut essayer de placer les choses dans le contexte luxembourgeois. Le Luxembourg est un pays de l'Union européenne, un des pays fondateurs de l'Union européenne et un pays qui s'est toujours caractérisé, on va le dire, pour une certaine défense des libertés civiques, des droits des différents peuples qui composent l'Europe et dans le monde. Aussi, on peut dire, concernant le Luxembourg, que le Luxembourg a l'honneur, entre guillemets, d'avoir été le seul pays qui, en octobre de 2019, à l'occasion de les arrêts de justice, les condamnations contre les dirigeants indépendantistes catalans, a été le seul pays qui, à ce moment-là, a eu un débat au Parlement concernant ces condamnations, ces décisions de justice contre les dirigeants indépendantistes à l'époque. Et bon, les grands animateurs et la personne qui a soumis d'abord à la Commission des Affaires extérieures et par la suite au plénière de la Chambre cette proposition de résolution, c'était justement David Wagner, qui à ce moment-là était député de Leilenc. Bon, il nous racontera un peu l'expérience de tout ça, parce que c'était un moment important dans le sens que ça a obligé toutes les forces politiques luxembourgeoises, de la droite à la gauche, à se positionner d'une manière ou d'une autre sur ce qui était en train de se passer en Catalogne. C'était le moment, justement, après les condamnations, bien sûr, mais c'était aussi le moment des grandes manifestations et des grands événements de rue, ce qu'on appelait la bataille d'Urquinaona. Donc, bon, c'était, disons, un moment fort au niveau politique. Ça, c'est un peu pour expliquer donc, pourquoi on a invité David Wagner. Il a été toujours une personne qui a compris à peu près ce qui s'est passé en Catalogne. Et ça ne veut pas dire qu'il adhère, ni on ne lui a pas demandé du tout qu'il adhère à la cause de l'indépendance, parce que ce n'est pas ça qu'on cherche. Mais ce qu'on souhaite toujours et ce qu'on a souhaité dans cette rencontre d'aujourd'hui, ce n'était pas faire, c'est-à-dire toutes les personnes qui nous entourent, Elisenda Palousia, qui je vous présente après, on ne voulait pas des personnes qui soient ici pour faire la fonction de ce grand espagnol, on appelle palmeros.
justement, ce qu'on voulait, c'était des personnes qui puissent contraster, qui puissent discuter, qui puissent critiquer si c'est nécessaire. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle on a invité David Wagner et auquel on remercie très chaleureusement sa présence aujourd'hui. Et bien évidemment, l'autre groupe qui, d'une manière peut-être pas si forte que Deilenc, a donné toujours un certain soutien à la cause catalane, on va parler comme ça, c'était Lebert, Deilenc, et c'était la raison pour laquelle on a invité différentes personnes. De Deilenc, finalement, c'est Eduard Macedo, qui a eu la gentillesse d'accepter l'invitation. Eduard, bon, c'est une syndicaliste de la fonction publique européenne de longue date, et maintenant, bon, depuis déjà de longues années, elle est engagée avec les Partis verts. Et maintenant, très prochainement, elle aura le plaisir et l'honneur de représenter les Verts au conseil communal de la ville de Luxembourg, ce qui est sans doute quelque chose de très significatif. Mais aussi, j'insiste, on ne l'a pas invité pour faire la fonction de Palmera, mais aussi pour critiquer, contester, mettre en doute tout ce qui soit strictement nécessaire ou qu'elle doit mettre en doute. Et finalement, évidemment, notre présence étoile d'aujourd'hui, c'est la présence de la présidente de l'Assemblée nationale catalane, d'Elisenda Palousier. Elisenda Palousier, qui est prof d'économie à l'Université de Barcelone et qui est une personne qui, depuis des années, s'est engagée activement dans la cause pour l'indépendance de la Catalogne et, bon, et que depuis déjà 3 années et demi, exact. Elle préside l'Assemblée nationale catalane. Pour ceux qui ne le savent pas, notamment parmi les personnes qui sont présentes aujourd'hui, l'Assemblée nationale catalane, c'est un mouvement, disons, transversal, un mouvement qui inclut des personnes de différents horizons, qui sont membres de certains partis politiques ou qui ne sont membres d'absolument aucun. Je crois que c'est la grande majorité des membres de l'Assemblée nationale catalane. Et c'est l'Assemblée nationale catalane à qui on doit attribuer le mérite de grandes mobilisations et manifestations qu'a connu la Catalogne depuis des années. Manifestations avec des millions de personnes pendant certaines années. Et cette année dernière, la plus récente, 11 septembre 2021, 400 000, d'après le chiffre officiel de l'Assemblée nationale catalane, ce qui est un chiffre énorme dans le contexte post-pandémique, parce que bien évidemment, maintenant, c'est un peu plus compliqué qu'auparavant de faire de grandes manifestations avec des millions de personnes. Mais bon, bien évidemment, on pourrait aussi vous parler du contexte pandémique, etc. Mais ce n'est pas du tout l'objectif d'aujourd'hui. Notre idée aujourd'hui, on l'a défini clairement, c'est parler de comment est construit l'Europe avec des droits pour tous. Les droits pour tous, ça doit signifier forcément tous les droits personnels et tous les droits collectifs. C'est un peu ça la grande discussion. L'Europe se construit, comme toujours, à coup de crise, à coup de grands problèmes. Vous savez que l'Union européenne n'avait pas un programme de santé publique, ou avait un petit programme avec une dotation de 400 millions d'euros pour la période pluriannuelle. Et maintenant, l'Union européenne a un programme de santé publique depuis quelques mois de plus de 5 milliards d'euros. Il a fallu passer une crise comme celle qu'on vient de passer afin que l'Union européenne comprenne une chose si simple comme qu'il fallait avoir un programme de santé publique. Qu'est-ce qu'il faudra qu'il se passe pour que l'Union européenne comprenne aussi que les citoyens de l'Écosse, les citoyens de la Catalogne, les citoyens du Pays Basque, les citoyens de la Flandre, peut-être les citoyens d'autres régions de l'Europe, peut-être ils souhaitent voir l'Europe organisée d'une manière différente. Donc, bon, nous espérons qu'il ne doit pas se passer une crise pandémico-politique afin que l'Union européenne comprenne une chose comme ça, mais que certainement, ils se sont passés déjà assez de choses pour faire probablement ou pour donner une compréhension différente. Bon, bien évidemment, je ne peux pas non plus exclure du contexte les récentes décisions du gouvernement espagnol d'accorder le pardon, entre guillemets, aux prisonniers politiques qui, depuis 3 années et demie, étaient dans les prisons de l'État. Maintenant, ils sont en liberté, heureusement. Ce n'est pas un pardon à 100%, il faut aussi le dire. Donc, s'ils se réincident dans certaines attitudes ou certaines positions politiques, il risque toujours que ce pardon soit levé.
Mais ce n'est pas le seul problème que nous on a, c'est-à-dire encore les conséquences de 2017, c'est qu'on a des personnes en exil. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler les récents événements autour de Carlos Puigdemont en Italie, qui en plus nous rappelle que la justice dans les différents États de l'Union européenne n'est donc jamais raison de la justice espagnole, mais Lisenda nous expliquera bien ça. Et finalement, rappeler que malheureusement encore en Catalogne, nous avons 3300 personnes qui sont susceptibles de passer devant un tribunal pour des raisons tout à fait différentes. Ça va de presque 600 personnes qui sont accusées pour avoir coupé l'autoroute à l'occasion des arrêts de justice d'octobre de 2019. Ils avaient bloqué les passages de la Junquera et presque 600 personnes risquent de passer au tribunal. Il y a presque 800 bourgmestres qui sont encore depuis 2017, qui pourraient être accusés aussi de désobéissance civile, blablabla. C'est-à-dire la liste peut s'allonger après avec des étudiants, avec des personnes des CDR, le Comité de défense de la République, etc. Et donc, ça nous amène finalement à une liste de 3300 personnes. Ce qui veut dire tout simplement que les choses ne sont encore pas pleinement résolues en Catalogne. Maintenant, on a, vous le savez aussi bien, une table de dialogue qui vient d'être aussi lancée par le gouvernement espagnol, entre le gouvernement espagnol et une partie du gouvernement catalan. Aussi, je laisse à Elisenda faire l'évaluation de ça. Mais bon, tout ça pour vous placer dans un contexte qui n'est pas facile, qui est très complexe, que, à mon avis ou à notre avis, n'est pas seulement, comme M. Pedro Sánchez vient de le dire, ça c'est un problème entre Catalans. Non, c'est un problème entre Catalans et l'État espagnol, et c'est aussi un problème européen. Et c'est avec cette intention-là qu'on a organisé cette table ronde aujourd'hui. Donc, j'invite cordialement Elisenda à prendre la parole et à commencer donc cette table ronde. Merci Tony, et je veux bien remercier l'ANC de Luxembourg pour avoir organisé ce débat qui m'a permis de me rendre au Luxembourg pour la première fois dans ma vie. Donc c'est toujours une bonne opportunité d'être dans un des centres, dans une des capitales de l'Union européenne, et c'est dans ce cadre que principalement les Catalans et le mouvement indépendantiste catalan devront nous expliquer. Donc, merci pour cette opportunité. Le titre que vous avez mis, c'est à la conférence, c'est comment construire une Europe avec tous les droits pour tous. Le cas de la Catalogne. Bon, dans le cas de la Catalogne, je tiens à dire que la question centrale, c'est celle du droit d'autodétermination. C'est le fait que non seulement l'État espagnol dénie ce droit au peuple catalan, mais qu'il en va jusqu'à le criminaliser, jusqu'à le convertir en un délit, qui est à l'origine de la vulnération d'autres droits. Si ce n'était pas parce qu'ils ont essayé de réprimer le référendum et après de le criminaliser, surtout avec le procès de la Cour suprême, qu'ils n'auraient pas vulnéré les autres droits. Les autres droits qui sont vulnérés, mais c'est un accompagnement de cette première vulnération, la première fondamentale, celle du droit d'autodétermination, c'est le droit à un procès juste, par exemple le fait que ce soit la Cour suprême qui les juge et pas une cour en Catalogne, donc ils ont recours à moins d'appels, la liberté d'expression, le droit de réunion et de manifestation, le droit à la participation politique, toutes ces autres vulnérations vont de pair ou sont une conséquence de cette répression et de cette criminalisation du droit d'autodétermination. On a eu le verdict de la Cour suprême en 2019 qui les a condamnés aux dirigeants politiques et dirigeants des associations civiles de 9 à 13 ans de prison pour sédition. Ils ont utilisé cette figure du code pénal puisque le référendum en tant que tel avait été enlevé du code pénal il y a quelques années. Il avait été inclus au code pénal avec une peine de 5 ans en temps du gouvernement Aznar, du Parti populaire, mais après, avec le gouvernement Zapatero, ils avaient modifié le code pénal et
au fait, ce n'était pas un crime d'organiser un référendum d'autodétermination, mais ils ont utilisé cette figure, ce délit de sédition. Maintenant, comme l'a dit Tony, il y a les 9 pardons, mais ils sont partiaux. Ils maintiennent l'inéligibilité pour 13 ans, par exemple, dans le cas de l'ancien vice-président du gouvernement, Oriol Junqueras, il ne peut pas être réélu pour aucun poste pendant 13 ans, même pas pour le poste de prof d'université qu'il avait auparavant d'entrer en politique. Et en plus, ils peuvent être renversés en fonction de ce qu'ils font. Mais ces pardons sont arrivés en parallèle à la décision, au vote qu'il y a eu au sein du Conseil de l'Europe qui demandait, par une grande majorité du Conseil de l'Europe, demandait la liberté des prisonniers, le retour des exilés, la réforme du code pénal, du délit de sédition. Il y avait plusieurs demandes qui ont été votées. Et en parallèle, et probablement ça a eu une certaine influence, il y a les pardons qui sont arrivés. Ça fait partie aussi probablement des négociations qu'il y a eu autour de cette constitution de la table de dialogue. Et aussi, il y a une raison de fond, c'est que ce verdict de la Cour suprême va être jugé par la Cour des droits de l'homme de Strasbourg. Et c'est une autre chose d'arriver dans la Cour de Strasbourg avec les prisonniers en liberté que d'arriver là-bas avec les prisonniers, avec les leaders politiques toujours en prison, et que ce soit la Cour de Strasbourg qui dise finalement de les libérer. Bon, mais comme Tony le disait, il n'y a pas seulement ce cas de la Cour suprême qui affecte les dirigeants politiques, mais il y a une multitude d'autres cas de répression. Il faut ne pas oublier que la plupart des cadres politiques de l'autre fonction publique qui a participé à l'organisation du référendum vont être aussi jugés par une cour à Barcelone et risquent aussi d'avoir des condamnations de prison. C'est une trentaine de cadres politiques qui vont être jugés probablement l'année prochaine. Il ne faut pas oublier aussi les victimes de la violence policière du 1er octobre, parce qu'on a vu ces images qui avaient frappé un peu le monde, ces images de forte violence policière le jour du référendum. Et ces cas sont toujours dans les cours. Au fait, l'ANC nous sommes accusation populaire à Barcelone dans une macro-cause où il y a une soixantaine de policiers qui avaient été envoyés par l'État espagnol en Catalogne, qui sont accusés pour ces violences policières, et où il y a toutes les victimes de la ville de Barcelone de ces violences policières. Cette année, ça a été le 4e anniversaire du référendum, et donc pour voir aussi un peu comment la lentitude de la justice opère, au mois de janvier, probablement l'instruction va terminer. Juste l'instruction du procès. Et donc, ça veut dire que le procès lui-même sera ouvert, se fera en 2023 ou 2024. Donc, s'il y a des condamnations ou non des policiers espagnols pour la violence qu'il y a eu lors du référendum, la décision d'un tribunal, d'une cour à Barcelone arrivera 2024, 2017, 7 ans après. 7 ans après. Mais c'est important parce qu'il ne faut pas oublier aussi, dans cette attitude de criminalisation de ce qu'on a fait, le référendum, c'est très important qu'on maintienne le cap de ce qui s'est réellement passé. Nous, on a organisé un référendum avec un mandat démocratique, avec un vote majoritaire du Parlement catalan qui a voté une loi pour faire ce référendum. Et le crime, de notre point de vue, le crime, c'est la violence qu'a exercée l'État espagnol pour réprimer ce vote. Donc, c'est très important de maintenir ces procès. Si on les gagne, ce sera une victoire d'une partie de la justice espagnole. Si on ne les gagne pas, il faudra
aller plus loin et finalement aussi les porter en justice à la Cour des droits humains de Strasbourg. En tout cas, les avocats qui font d'accusations populaires nous ont dit que le juge qui gère ce cas est en train de le gérer d'une façon professionnelle assez neutre. Donc, on est assez optimiste par rapport à ce procès contre les violences policières du référendum même. Après, il y a une multitude de cas de répression des manifestants. Avec toutes les manifestations qu'il y a eu, il faut dire que c'est des procès qui peuvent mener des gens en prison. Et là, ce sera probablement des jeunes gens, des jeunes étudiants, des jeunes. Il y a un jeune, Marcel Vivette, qui, pour une manif 1 an après le référendum, en 2018, a été condamné à 5 ans de prison. Il n'est pas encore en prison puisque il peut faire appel. Il vient de passer à Strasbourg pour dénoncer son cas dans le cadre d'une conférence de la jeunesse européenne. Mais comme lui, il peut y en avoir beaucoup plus parce que tous les manifestants du verdict de 2019 ne sont pas encore passés devant les tribunaux. Donc, on peut avoir une vague de manifestants qui vont être condamnés et qui à des années de prison. En tout cas, ce que je tiens un peu à dire, ou l'idée un peu générale, c'est qu'en criminalisant ce droit d'autodétermination, ce que fait l'État espagnol, paradoxalement, c'est de le renforcer. De renforcer le droit d'autodétermination pour le peuple catalan. Pourquoi ? Parce que dans le droit d'autodétermination est un droit qui est reconnu par les Nations Unies, qui est dans la Convention de droits civils et politiques, qui est dans la Charte des Nations Unies, mais son application n'est pas précise. Il y a eu des vagues d'application du droit d'autodétermination lors de la décolonisation de l'Afrique, par exemple. Il y a eu une deuxième vague avec tous les pays de l'Est, mais qui s'est faite d'une façon un peu par la voie des faits et non par une régulation spécifique qui leur permette d'accéder à l'indépendance par une application bien régulée du droit d'autodétermination. Le droit d'autodétermination se confronte aux intérêts des États et donc ce n'est pas facile qu'il soit appliqué, qu'il soit régulé. La thèse classique du droit d'autodétermination, c'est que tous les peuples ont le droit à l'autodétermination, donc le fait qu'on ait une langue, une culture, une histoire commune, qu'on soit un peuple, qu'on ait un sentiment national, nous donnerait ce droit à l'autodétermination. Mais ce droit d'autodétermination classique de l'époque du président Wilson a évolué. Et il a évolué vers une deuxième considération du droit d'autodétermination qui est le principe démocratique. Si il y a une majorité qui veut exercer le droit d'autodétermination, alors on a le droit. Par le principe démocratique, la Catalogne accrédite des majorités pour le référendum d'autodétermination depuis 2012, de façon systématique dans toutes les élections au Parlement catalan. Et en même temps, la majorité pour l'indépendance a été renforcée lors des dernières élections au Parlement catalan avec un 52% des voix directes qui sont pour l'indépendance en ce moment. Mais pour le référendum, normalement, c'est le 60% du Parlement catalan qui est en faveur, et une fois, je crois qu'en 2012, c'était même les 2/3 du Parlement catalan. Le troisième critère pour l'application du droit d'autodétermination, c'est celui de l'incapacité de l'autonomie, l'incapacité de ce qu'on connaît comme l'autodétermination interne. Nous, on a eu on croyait avoir une espèce d'autonomie, mais on a vu systématiquement comment cette autonomie n'est qu'une décentralisation administrative qu'on nous donne et qu'on nous enlève quand ça convient.
par exemple avec la sentence du tribunal constitutionnel sur la dernière réforme du statut d'autonomie, l'application du 155, toutes les lois sur la langue, sur l'audiovisuel, les lois sociales que le Parlement de Catalogne approuve, fait passer et qui sont renversées. Et finalement, la vulnération des droits fondamentaux. Les thèses sur la sécession, au moins du point de vue de la théorie morale, disent que quand il y a une vulnération de droits fondamentaux, le droit d'autodétermination externe, c'est-à-dire le droit à l'indépendance, doit être reconnu dans le cadre des théories de la cause juste de la sécession. Et c'est là où je dis qu'en criminalisant le droit d'autodétermination, en vulnérant tous ces droits fondamentaux, ils sont en train de renforcer, du point de vue du droit international, notre droit à l'autodétermination. Mais évidemment, même si finalement on a des verdicts, comme on l'a eu avec le groupe de détention arbitraire des Nations Unies sur la liberté des prisonniers, si on a des verdicts favorables de la Cour des droits humains de Strasbourg sur le procès du suprême, si on gagne si l'exil gagne toutes ces batailles judiciaires en Europe et aucun des exilés n'a été extradité, et même quand il y a des événements comme en Allemagne ou en Italie la semaine dernière, le traitement est complètement différent. Il ne reste pas en prison. En Allemagne, le président Puigdemont est resté en prison 2 semaines, mais on ne les traite pas comme des délinquants. C'est ce qui s'est passé en Espagne. Toutes ces décisions, toutes ces victoires judiciaires ne vont pas nous donner l'indépendance. Elles nous reforcent. L'Europe, l'Union européenne, en ce moment, la seule chose qu'on réussit à voir avec ces victoires judiciaires, c'est de montrer que le droit d'autodétermination n'est pas considéré un crime. Qu'avoir organisé un référendum n'est pas considéré un crime ou de sédition ou de trahison ou de haute trahison dans le cas de l'Allemagne qui a évalué le fond de la question avant de prendre la décision sur l'extradition du président Puigdemont. Donc, ce qu'on a, c'est, OK, l'Union européenne ne criminalise pas ce qu'on a fait, mais ces décisions des cours ne vont pas nous donner l'indépendance. Donc, que faire? Ça, c'est la question. Que faire en Catalogne pour que notre majorité politique et sociale soit respectée et elle aboutisse à un État indépendant? Que faire? Ce que l'Assemblée nationale catalane pense, c'est que ce qu'on doit faire, c'est la même chose qu'on a fait en organisant le référendum d'autodétermination. Peut-être pas avec un autre référendum, peut-être avec une déclaration d'indépendance, mais ce qu'il faut faire, c'est maintenir cette alliance entre majorité démocratique accréditée dans les urnes, souveraineté du Parlement catalan, décisions politiques votées par le Parlement catalan et désobéissance civile, résistance civile non violente, mobilisation populaire pour soutenir les décisions démocratiques que peut prendre le peuple catalan et qui sont renforcées par ces institutions là-bas, en Catalogne. Est-ce que ça va aboutir ou non à l'indépendance? Moi, peut-être oui, peut-être pas, mais c'est la seule possibilité qu'on a d'appliquer nos mandats démocratiques. Évidemment qu'une solution accordée avec l'État espagnol serait idéale, et donc on est tous pour un référendum accordé avec le gouvernement espagnol, comme il a été fait en Écosse, mais la réalité est celle que l'est. Et le gouvernement espagnol, toutes les institutions espagnoles, la majorité politique sociale en Espagne ne reconnaît pas, ne respecte pas le droit d'autodétermination de la Catalogne. Non seulement elle ne le respecte pas, mais elle continue à le criminaliser, puisque les pardons sont une grâce, ne sont pas une reconnaissance qu'il n'y a pas eu un délit. C'est simplement une grâce
qu'on accorde pour apaiser et parce qu'il y a peut-être une pression et parce que ça incommode le gouvernement espagnol, les institutions européennes, cette situation d'avoir des prisonniers politiques dans un État membre de l'Union européenne. Mais nous, ce qu'on pense à l'AIC, c'est qu'il faut continuer à avoir un rapport de force plus favorable que peut-être celui qu'on a eu en octobre de 2017, mais que la solution viendra de ce qu'on décide les Catalans démocratiquement et que inévitablement, il faudra qu'il y ait une confrontation démocratique non violente dans le cadre de la non-violence, mais confrontation avec l'État espagnol. C'est notre vision de la situation. Merci Elisenda. Donc, comment est-ce que tu vois tout ça, David? Eh bien, je vais digérer déjà la vaste information. Oui, c'était un peu long. Oh non, c'est intéressant en plus. Il n'y a pas très longtemps, enfin il y a 2-3 ans, Anthony avait aussi déjà fait un vendredi rouge à ce sujet, d'Ailenc, qui était extrêmement intéressant, d'autant plus que quand on n'est pas catalan, on ne connaît pas véritablement non plus un certain nombre de choses, y compris le processus de transition démocratique, comme on l'appelle en Espagne, puisque à l'époque, la question, enfin, c'était la position de l'État espagnol, et ça l'est encore toujours, et c'était relayé, y compris dans les médias, et jusqu'au Parlement luxembourgeois, je vais revenir là-dessus, sur le caractère démocratique absolu de la Constitution espagnole, et que en fait, ce sont les Catalans qui s'opposent à la démocratie espagnole, etc. Je me souviens qu'Anthony nous avait bien expliqué que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que la présentation espagnoliste est très biaisée, ce que je ne savais pas non plus. Donc, oui, Anthony l'a dit tout à l'heure, ma formation d'Ailenc, donc nous avons soutenu le processus et le droit à l'autodétermination de la Catalogne, comme nous le faisons pour tout le monde. Nous ne sommes pas prononcés pour ou contre l'indépendance de la Catalogne parce que nous pensons que ça ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas un parti catalan, nous ne sommes pas catalans, et puis nous sommes pour l'autodétermination, donc on pourrait se positionner, mais quelque part notre avis serait nul et non avenu parce que voilà, ensuite les uns ont peut-être des sympathies, plus ou moins. Moi, je peux dire que depuis que j'ai vu la manière dont l'État espagnol traitait cette problématique, je me suis dit que finalement l'État espagnol ne méritait plus la Catalogne. Donc, rien que pour ça, déjà, j'ai une certaine sympathie, mais d'une manière générale, pour moi, ce qui est important, c'est aussi le caractère politique, quand même aussi, parce que bon, moi, je suis de gauche, et il y a le caractère politique d'un mouvement d'autodétermination ou indépendantiste qui joue un rôle. On peut remonter à l'Algérie, où il y avait une révolution. Bon, finalement, actuellement, ça se passe plus très bien, mais bon, on ne va pas parler de ça, mais en tout cas, c'était un processus extrêmement intéressant, émancipateur. On peut parler du référendum qui, lui, a pu avoir lieu en Écosse, justement, et c'est très bien que beaucoup de nos camarades, enfin quasiment toute la gauche radicale écossaise est pour l'indépendance écossaise, et d'ailleurs, ça a emporté quand même un grand nombre de jeunes également qui se sont posés au-delà de la question de l'émancipation de la nation écossaise, la question de l'émancipation politique tout court. Et ça, c'est intéressant. Donc, c'est ça qui m'intéresse aussi. On pourrait parler du Québec, qui a également fait 2 fois, qui a malheureusement perdu 2 fois, et qui est aussi un processus plutôt progressiste. La Flandre, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si pour les travailleurs flamands, une Flandre indépendante serait très intéressante. Il serait gouverné par un parti d'extrême droite modéré et un parti d'extrême droite moins modéré, peut-être. J'exagère un peu. Mais... Bon, ça dépend toujours des contextes, mais je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Bon. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait un droit à l'autodétermination. Et comme on l'a vu, il y a eu d'autres exemples où il y a eu des référendums qui se sont passés. Bon, ils ont perdu, ils ont gagné. La Nouvelle-Calédonie, on n'en parle pas beaucoup, mais en France, c'est également quelque chose qui est très actuel d'ailleurs aussi. Voilà, donc c'est possible, et apparemment ce n'est pas possible
dans l'État espagnol. Donc, bon, moi, j'avais représenté Daelenc aussi au grand meeting à Barcelone aussi, où il y avait bon, plein d'organisations de la gauche européenne qui étaient là pour exprimer leur solidarité avec ce processus. Nous, ici, donc, on avait déposé une motion, justement, au Parlement, c'est-à-dire qui était une motion tout simplement vue face à la répression de l'État espagnol face aux personnes qui voulaient organiser et participer à ce référendum et à tout ce processus, que justement le gouvernement luxembourgeois engage des démarches auprès de différentes institutions, y compris auprès du gouvernement espagnol, pour au moins lui indiquer son souci, mécontentement, enfin, etc., par rapport à cette question. Bon, la plupart du temps, quand on déposait des motions ou des résolutions, on part toujours du principe qu'elle a peu de chances de passer parce que le Parlement luxembourgeois est assez verrouillé, mais pas toujours. Ça peut dépendre aussi des mobilisations qu'il peut y avoir à l'extérieur, etc. Et donc là, on s'est dit, on n'a pas demandé la lune non plus, puisque le Luxembourg est quand même, à l'instar d'autres pays occidentaux, très prompt à critiquer d'autres pays et à s'émouvoir du non-respect des droits de l'homme. Si ça se passe en Russie, ça va très vite, hein. Mais si ça se passe en Espagne, si l'État espagnol tape sur les Catalans, ou si l'État français tape sur son propre peuple de manière extrêmement brutale, je ne sais même pas si en Russie on a eu ça ces derniers temps, je ne sais pas. Donc là, c'est différent. Mais on a quand même demandé ça, et puis finalement, bon, le résultat a été ce qu'il a été. Le ténor des partis gouvernementaux, y compris du parti du CSV, qui est toujours une sorte de parti gouvernemental en attente de retourner là où il pense devoir être de manière inconditionnelle. Bon, ils ont tous joué sur le caractère démocratique de l'Espagne démocratique, démocratie fantastique, depuis la chute de Franco, etc. Et puis donc les Catalans ne respectent pas ça, et donc on ne peut rien faire, etc. Bon, le pire argument était quand même celui de la représentante des Verts. Alors, je veux pas. Les Verts ont joué un rôle positif aussi au niveau européen sur cette question. Je pense que c'est peut-être un cas isolé, mais bon, c'est quand même la porte-parole des questions internes étrangères qui nous a expliqué, et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça en dit long en fait sur toute la mentalité, qui nous a dit oui, il y a des violences, mais ce n'est pas comparable à d'autres pays comme la Russie, etc., parce que la Russie n'est pas un pays démocratique. Mais l'Espagne, comme l'Espagne est un État démocratique, la violence est légitime. C'est une logique assez intéressante, hein. Alors, c'est vrai que c'est étonnant, mais en fait, ce qu'elle a exprimé, c'est ce qui est très souvent exprimé, finalement. Parce que moi, je ne suis pas un fan du gouvernement Poutine en Russie, et je pense que si j'étais en Russie, j'aurais quelques petits problèmes. Donc, si j'étais russe et si j'avais les mêmes idées que j'ai ici, j'aurais certainement quelques gros problèmes, puisque la gauche russe aussi, elle est en prison, leurs dirigeants. Mais les médias occidentaux n'en parlent pas, ils préfèrent parler des oligarques ou des mecs d'extrême droite qui sont mis en prison, mais la gauche, c'est pas important. Bon, c'est une petite parenthèse. Mais c'est un peu le ténor quand même. Voilà, il y a quand même une indignation à géométrie variable. L'Europe, les pays européens de manière générale, occidentaux, les États-Unis aussi, sont très prompts à donner des leçons au reste du monde. Nous parlons même de valeurs européennes. Bon, quand on connaît un peu l'histoire, on peut imaginer plein de valeurs européennes qui ne sont pas forcément très, très sympathiques. Mais on est vraiment persuadé d'être le phare de l'humanité, comme si le respect de la dignité, le respect de la liberté était intrinsèquement européen, ce qui est faux historiquement, bon, c'est pas grave. Donc on parle de ça, on a une grande arrogance, et puis on donne des leçons au reste du monde, et puis finalement, quand c'est chez nous, que ce soit en Espagne, dans ce cas-là, ou dans l'État espagnol, ou en Catalogne, là, tout d'un coup, c'est très différent. Mais si c'est dans d'autres pays, là, on va s'émouvoir, etc. Je ne dis pas qu'il ne faille pas s'émouvoir quand c'est dans d'autres pays. Je ne dis pas qu'il faut applaudir quand à Moscou, des gens sont massacrés ou dans la rue, etc. Mais quelque part, il y a aussi, prenant le gouvernement Poutine, il ne va pas, en tout cas, ils ne donnent pas de leçons au reste du monde. Bon, ils savent pourquoi. Ils seraient dans une mauvaise position, évidemment. Mais au moins, il n'y a pas cette hypocrisie qui est quand même insupportable. C'est surtout cette hypocrisie qui est insupportable. Et donc, là, véritablement, il y a
Ensuite, il y a la géopolitique qui joue, évidemment. Je pense que le gouvernement français, évidemment, il va voir de très mauvais œil peut-être le développement d'une Catalogne indépendante, puisqu'il y a également une Catalogne en France. Partie donc, voilà. Et puis, de toute façon, la France est également aux prises à d'autres mouvements d'émancipation en Corse, etc. Mais évidemment, ce qu'il y a aussi, c'est l'autre point qui joue, et là, ils sont un petit peu embêtés quand même, puisque ça, c'est quelque chose quand même qui a joué un rôle, parce que j'étais encore assez jeune dans les mobilisations, etc. C'était la destruction de la Yougoslavie dans les années 90, où là, tout d'un coup, il était tout à fait normal que cet État doive disparaître. C'était surtout voulu par l'Allemagne, qui était renforcée, après avoir annecté l'Allemagne de l'Est. Et donc là, il est tout à fait normal. Moi, je ne dis pas que peut-être que c'était légitime, mais en tout cas, il était tout à fait normal que cet État disparaisse. Il était tout à fait normal que le Kosovo soit instauré à l'aide de bombes, quand même. Donc là, c'est normal. Et puis, de l'autre côté, un simple référendum d'autodétermination ou d'indépendance en Catalogne n'est pas normal. Donc, il y a une véritable tartufferie à ce niveau-là. Donc, c'est ça surtout, au-delà de toutes ces questions. Mais finalement, pour moi, encore, ce qui reste important, c'est l'émancipation de manière globale. Je ne suis pas extrêmement sensible à la question nationale, de manière générale. Je pense que c'est une question, c'est lié probablement aussi à ma biographie, parce que déjà, je ne suis pas vraiment luxembourgeois, je ne suis pas vraiment français, je suis les deux. Ma mère est française, ma langue maternelle est le français d'ailleurs, puisqu'elle ne parle que français en bonne française, donc à la maison on parlait français. Je regardais la télé française, et pour moi mon président c'était François Mitterrand, et je ne savais même pas qui était le Premier ministre luxembourgeois quand j'étais gosse. Mais je suis quand même né ici, je suis citoyen luxembourgeois, etc. Et donc parfois quand on a plusieurs nationalités, ou bien on devient hypersensible à la question nationale, ou bien on se dit ça me saoule un peu. Donc c'est toujours un peu, donc pour moi, la question fondamentale, c'est l'émancipation. Si ça passe par un processus d'indépendance, là on en revient déjà au débat Lénine-Rosa Luxembourg, peut-être. Si ça passe par ça, moi je veux bien. Parce que moi, à la limite, l'État espagnol n'est pas sacré, l'État français non plus, aucun État ne l'est. Ce sont tous des États jeunes, en fait, aussi. Et qui dit que dans 2-3 siècles, ils vont exister. Qui dit que dans 2-3 siècles aussi, la Catalogne sera telle qu'elle est, enfin, on ne sait pas. La question, c'est évidemment si tous ces processus peuvent aider à l'émancipation. Je pense que, en tout cas, en Catalogne, c'est plutôt le cas parce que je n'ai pas l'impression que c'est un mouvement réactionnaire. Hein. Même s'il y a aussi une droite bourgeoise catalane indépendantiste, oui, bon, ça, la bourgeoisie existe partout. Aucun État n'est pur. Hein. Ok, merci David. Donc, Eduarda, c'est maintenant ton tour de réflexion. Maintenant, j'ai beaucoup plus à dire que toi. Ah, désolé. Je vais peut-être commencer par expliquer un peu d'où je viens. Quand on s'est parlé au téléphone et j'ai posé la question, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Tu m'as interpellé à 3 titres. D'une part, verte, d'autre part, future conseillère municipale, conseillère communale d'Agen-Luxembourg, et aussi en tant que portugaise. Alors, tout ça ensemble et tout le reste que je suis, ça complique vachement les choses. Et j'ai commencé ma préparation à ce débat en essayant d'aller très, très, très loin et d'aller chercher qu'est-ce que j'avais appris en tant que petit enfant sur l'Espagne et sur la Catalogne. Et il faut se dire aussi qu'à l'époque, voilà, on était encore sous une dictature qui n'avait aucun intérêt à ce que les Portugais s'intéressent beaucoup à l'histoire. Surtout pas. L'histoire du Portugal était une série d'événements héroïques. Voilà, et ce qu'on apprenait de l'histoire, c'était les faits héroïques, voilà, de cela, pas les découvertes.
les luttes initiales contre Castille, c'est clair, mais aussi contre les musulmans. Bon, et une autre chose qui était très présente, parce que j'étais élevée par mes grands-parents, et donc la question de la guerre civile en Espagne était quelque chose qui était très présente, très vive pour cette génération. Et donc, il y avait une peur bleue de tout ce qui se passe en Espagne, de toute perturbation en Espagne, la peur que ça pourrait dégénérer encore une fois dans une guerre civile. Et donc, voilà, les Espagnols ne sont pas comme nous. Les Espagnols, en général, confondus, sont beaucoup plus violents, sont beaucoup plus cruels. Ils vont s'entretuer, hein, et ils ne sont pas comme nous parce que nous sommes des gens pacifiques, bien sûr. Ils vont s'entretuer, donc il faut surtout qu'en Espagne, ça ne bouge pas trop parce que, de toute façon, une guerre civile en Espagne ou n'importe quelle perturbation en Espagne a un impact très, très grand au Portugal. Donc ça, c'est ce que... voilà, les Catalans, oui, ces gentilles personnes qui ont eu cette bonne idée à un certain moment de se révolter, ce qui a fait que le roi d'Espagne a transféré ses troupes du Portugal, qui n'avaient d'ailleurs aucun intérêt économique pour la couronne, transféré ses troupes en Catalogne, voilà, pour réprimer la révolte, ce qui a permis bien sûr à la noblesse portugaise de se organiser et de jeter le représentant du roi d'Espagne par la fenêtre. Je dirais avec beaucoup plus préoccupé en défendre ses propres intérêts et ses propres avantages que défendre le peuple. Enfin, donc, et à certains moments, je crois que j'ai commencé un peu à me poser la question, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on nous raconte? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je crois que, bon, tout le monde sait que l'Espagne, le Castille, qui a beaucoup de dangers qui viennent de l'Ouest, ça s'est bien marqué aussi dans la musique populaire, dans certaines chansons populaires, cette Espagne comme l'ennemi. Et à certains moments, j'ai commencé à comprendre que les choses étaient un peu plus complexes que ça. Curieusement, au Portugal, il n'y avait pas de possibilité d'apprendre l'espagnol. Ce sont nos seuls voisins. On est là entre l'Atlantique et l'Espagne. Pas de possibilité d'apprendre la langue. D'ailleurs, j'ai étudié l'espagnol ici après je me suis battue pendant des années pour pouvoir apprendre la langue parce qu'on partait du principe que c'était la même chose. L'espagnol et le portugais, tout le monde se comprend. Je peux traduire à partir de l'espagnol sans aucun problème. Donc, très compliqué tout ça, très compliqué. Et la découverte de l'Espagne, de ses multiples cultures, je l'ai fait par la littérature. C'était la littérature et les auteurs et les écrivains et les poètes, que ce soit espagnol, catalan ou andalou, qui m'ont appris la diversité de l'Espagne. Et par conséquent, tout ça, c'est un peu le humus, ou après tout le reste, l'information, tout reste, tout va se tasser,
C'est ça la base dont je parle. Évidemment, je suis comme personne, comme verte, comme femme, comme politique, je suis absolument pour le droit à l'autodétermination. Mais on le sait pertinemment que le droit à l'autodétermination, comme d'ailleurs David a dit, est quelque chose qui est évident, surtout si les problèmes sont très loin. Hein? Et disons que nous Portugais, au Portugal, nous n'avons pas du tout de la frontalité de nos voisins. Si on lit la presse portugaise, il y a un peu de tout. Il y a des positions nettes, complètement favorables à l'émancipation de la Catalogne, à l'indépendance de la Catalogne. Il y a des positions beaucoup plus mitigées. Oui, mais peut-être, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que conséquences pour l'Union européenne, etc. Bon. Je crois, et on a eu l'occasion d'en parler longuement cet après-midi. Il faut dire que je suis psychologue aussi de formation. Donc, je suis peut-être sensible à des aspects que la généralité des politiciens ne prend peut-être pas suffisamment en compte. Évidemment que la question du droit, la perspective du droit est fondamentale et est très importante. Mais les gens, le peuple, le cœur du peuple, elle ne se gagne pas dans les tribunaux. Et moi, ce qui m'inquiète, ce qui me tracasse, c'est comment faire de sorte que la solution vienne comme elle doit venir du niveau interne. C'est pas moi, c'est pas David, c'est pas le Parlement européen qui va donner la solution, qui va résoudre le problème. La solution doit venir de vous. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'effectivement le dialogue qui est nécessaire soit vrai et puisse développer et amener à quelque chose. Je disais aussi tout à l'heure à Elisabeth qu'il y a la question que je me pose, c'est comment peut-on guérir l'histoire? Comment peut-on guérir des traumas qui datent de plusieurs générations, de façon à ce que on puisse créer un terrain qui mène effectivement à une compréhension mutuelle et à la reconnaissance de cette histoire, il y a la reconnaissance de ce droit à l'émancipation. Parce qu'évidemment, nous tous savons que l'Espagne, nation unique, est un mythe. Nous savons tous qu'il n'y a pas... Les lois ne sont pas immuables. Les constitutions ne sont pas immuables. Les constitutions et les lois sont le reflet d'un projet politique. Et si ce projet politique change, on va changer. On peut changer une constitution.
peut changer des lois parce que les constitutions et les lois sont là pour servir les peuples et pas pour les opprimer. Voilà, ce sont les questions que je me pose actuellement. Évidemment, c'est excellent que différents tribunaux en Europe se sont exprimés comme ils se sont exprimés. Mais je répète, mon sentiment, ce n'est pas uniquement par la voie du droit qu'on pourra arriver, que vous pourrez arriver à une solution qui soit un chemin, parce que ce processus, c'est un chemin à faire, un chemin qui soit viable, qui soit viable, qui soit durable, que ne soit pas une solution voilà, qui dure 6 mois et qui après va encore une fois donner lieu à des perturbations importantes. Une solution qui soit, une voie qui soit viable, qui soit durable. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment voilà, la communauté internationale peut contribuer à ce processus. Et voilà, je m'arrête. Ok, merci Edouard pour poser des questions pertinentes. Donc, peut-être Lisenda, tu veux un peu parler de ça parce que... Oui, on en a un peu discuté avant, on a pris un café ensemble. Elle m'a fait réfléchir, mais c'est difficile pour moi aussi de transmettre comment je pense que ce qu'elle propose, qui serait effectivement la solution, cette transformation agir sur les sentiments, pour pouvoir avoir un terrain qui facilite une solution du type du référendum d'autodétermination et de l'acceptation du résultat par tout le monde. Je suis tellement pessimiste sur cette possibilité de cette transformation profonde, de ce dialogue réel, parce que c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est paradoxalement, on est juste après la dictature, comme il y avait un sentiment de culpabilité par rapport à ce que la dictature avait fait avec les peuples d'Espagne, en particulier les Basques, les Catalans, etc. Il y avait un terroir plus favorable à cette reconnaissance nationale et de la diversité que maintenant, que 40 ans après. Et c'est un gros problème, mais ça s'est fait totalement évident lors du débat du statut d'autonomie. C'était un statut qui ne changeait. Moi, à l'époque, j'étais contre parce que je le trouvais insuffisant. Il était assez faible par rapport à la reconnaissance nationale. Le fait que définir la Catalogne comme nation, on l'avait fait passer du premier article du statut au préambule pour que ça n'ait pas de validité juridique. Le système de financement avait changé d'être après le passage par le Congrès des députés espagnols, par le Parlement espagnol, d'être un système à la basque où c'était la Catalogne qui récoltait les impôts et qui transférait à l'État. On était revenu à un système comme l'actuel, où c'est l'État espagnol qui prélève la plupart des impôts. Il y avait juste l'introduction de quelques principes de transparence et quelques principes de fédéralisme fiscal qui avaient été inclus. Et il y avait aussi un peu la prééminence de la langue catalane à l'administration, mais c'était vraiment des changements très petits. Et cela a généré une campagne d'anticatalanisme énorme de la part de la droite espagnole, mais aussi d'une partie de la gauche espagnole, qui a finalement abouti avec ce recours devant la Cour constitutionnelle. Mais
à part le fait que ce soit la Cour constitutionnelle qui ait pris cette décision d'annuler quelques articles du statut et réinterpréter le reste, toute cette période a vécu cette campagne d'anticatalanisme primaire, d'utiliser les Catalans en Espagne, ont joué et continuent à jouer, mais ils ont joué ce rôle de bouc émissaire. Souvent, on se demandait comment ça se fait qu'il n'y ait pas des mouvements forts qui soient contre la migration en Espagne. C'est extraordinaire. En Espagne, il n'y a pas de mouvement xénophobe. En Espagne, l'anticatalanisme a joué traditionnellement et a continué à jouer un peu ce rôle. Il y a un ennemi interne, c'est les Catalans, plus même que les Basques, puisque les Basques ont joué un peu aussi ce rôle, mais plus les Catalans, parce que dans le cas du mouvement indépendantiste basque, on pourrait dire, bon, ça se justifie parce qu'il y a un mouvement terroriste qui tue des gens, et c'est normal que ça provoque une réaction de ce type. À l'époque où il y avait ETA, qui était forte, et il y avait toujours cette idée de non, c'est pas les Basques, c'est ETA, mais c'est pas les Basques. Par contre, dans le cas de la Catalogne, il y a je crois que la langue pèse, le fait que la langue soit très utilisée, très répandue, il y a un sentiment de non-acceptation, qu'il puisse avoir une autre langue forte, que ce ne soit pas l'espagnol. Dans le cas du Pays Basque, le fait que la langue ait été moins parlée, maintenant elle progresse et peut-être ça va changer, mais le fait qu'elle ait été moins parlée et que les Basques, quand ils s'expriment en espagnol, ils ont un accent qui n'est pas comme l'accent catalan qui se voit tout de suite et qui est assez différent de l'accent castillan. Bon, il y a eu cette non-reconnaissance de la différence. Je crois qu'on est pire maintenant qu'on était il y a 40 ans. Et quand vous me posez ces questions qui sont très pertinentes, je me souviens aussi que, par exemple, une fois, il y a 2 ans, on a eu une réunion avec l'agrégé politique de l'ambassade des États-Unis en Espagne qui a voulu se réunir avec l'ANC pour voir comment était la situation. C'était juste avant le verdict de la Cour suprême. Et ce monsieur qui venait un peu, c'était l'époque Trump, non? Il venait un peu c'était un entrepreneur. C'était pas de la carrière diplomatique, mais il venait du monde de l'entreprise privée. Il nous a dit, après, dans cet entretien, il a dit, mais vous posez jamais la question de faire une campagne de marketing en Espagne pour que les Espagnols comprennent et qu'une grosse campagne de marketing en Espagne, ça pourrait vous aider. Je ne sais pas, mais moi, je suis complètement pessimiste sur cette possibilité de faire cette transformation profonde. C'est peut-être mon expérience personnelle, ce que j'ai vécu. Moi, ma famille maternelle vient de l'Espagne, de la Castille, justement. Mon grand-père maternel, il était d'un petit village de Ávila. Je me souviens, quand j'étais petite, quand j'avais 10 ans, on était déjà en démocratie et jamais entendu ce que j'ai entendu là-bas avec les gamines avec qui on jouait en été, quand on passait quelques jours là-bas. Cette phrase que j'avais jamais entendue en Catalogne et que je l'entendais là-bas, comme Franco se vivía mejor, avec Franco on vivait mieux. Quand on jouait en catalan, il nous insultait, il rigolait de la... C'est beaucoup plus tard, quand j'étais en postdoc à Paris, au Collège d'Espagne, à la Cité internationale universitaire, avec des étudiants de postdoc, de doctorat, de droit, de Sciences Po, partout en Espagne. On était tous dans la même résidence.
des discussions qu'on avait politiques, c'était au début des années 2000, donc bien avant la réforme du statut d'autonomie, bien dans une époque plus ou moins de stabilité dans le système de l'autonomie catalane. Ces étudiants qui me discutaient pourquoi est-ce que eux, s'ils allaient devenir profs en Catalogne, pourquoi est-ce qu'ils devaient apprendre le catalan? Pourquoi est-ce que s'ils allaient faire des oppositions pour devenir fonctionnaires ou secrétaires d'une mairie en Catalogne, que c'était injuste et que c'était pas possible, que la langue officielle c'était l'espagnol et qu'ils n'avaient pas à apprendre le catalan pour avoir un poste dans l'administration publique en Catalogne. Ce n'était pas n'importe qui, c'était des gens qui faisaient des doctorats en droit ou en d'autres matières. Donc, je me suis dit, on n'a rien. Cette expérience de vivre 6 mois au Collège d'Espagne, ça m'a convaincue qu'il n'y avait rien à faire de transformation plurinationale de l'Espagne. C'était impossible parce que je parlais avec des gens d'un niveau intellectuel élevé. Et la discussion, et tu leur disais, mais écoute, si tu vas à Genève, tout est en français, il y avait un allemand à Genève, en Suisse, quel est le problème? Non, l'Espagne est une, et bon, vous pouvez parler le catalan si vous voulez, mais la langue officielle, c'est l'espagnol. Alors, comment changer ça? La conclusion à laquelle la majorité du catalanisme, qui est un mouvement transversal de défense, surtout qui a été fondé surtout autour de la défense de la langue, cette transformation du catalanisme en indépendantisme. Elle est là, elle a des raisons profondes et elle ne va pas changer parce que la possibilité qu'il y ait une autre Espagne qui puisse reconnaître ces différences, moi je la vois complètement impossible. Parlons des choses optimistes qui se sont passées au Luxembourg, justement hier. Oui, hier, tu sais qu'à la Khelefra, on a posé une plaque dans laquelle le peuple luxembourgeois reconnaît les rôles antifascistes qui ont joué les centres luxembourgeois qui ont lutté avec les brigades internationales dans la guerre d'Espagne. Maintenant, ça se trouve à la Khelefra. C'est une très jolie plaque que tout le monde, que millions de personnes verront au long des années. Mais ça a pris quoi, 23 années, au moins 24, obtenir ici au Luxembourg la reconnaissance des luxembourgeois qui ont lutté dans les brigades internationales comme des résistants antifascistes. Parce que pendant beaucoup de temps, le gouvernement luxembourgeois disait non, finalement ils étaient des aventuriers ou des, je ne sais pas exactement quoi. Mais en 23 années, on a réussi à changer cette mentalité. Donc, bon, je ne sais pas que c'est la même chose, hein. Mais je veux dire que parfois, on peut faire introduire des changements. Mais bon, comment est-ce que tu crois, David? Est-ce qu'on peut changer certaines mentalités en Espagne comme les avons changé au Luxembourg? Disons que comme je suis un paléomarxiste, je ne crois pas que les mentalités changent avant que les conditions le permettent. Donc, je ne crois pas dans la puissance de l'esprit. On m'a traité de ça une fois et j'ai trouvé ça adorable. Parce que c'est vrai. Et non, mais il faut dire pour ce cas des interbrigadistes luxembourgeois qui sont partis en Espagne à l'époque, ça a duré longtemps, comme tu l'as dit. Ce processus, d'un côté, on a attendu quelque part que tous les protagonistes soient morts aussi. Hein. C'est-à-dire d'un côté, autant que les derniers luxembourgeois soient morts, mais beaucoup plus d'ailleurs aussi que meurent ceux qui s'y opposaient de la manière la plus véhémente, c'est-à-dire des milieux
de résistance également, mais il faut savoir que la résistance luxembourgeoise, comme toutes les résistances d'ailleurs, aussi comme en France, n'était pas forcément, enfin avait des côtés également très réactionnaires. Il y avait une résistance patriotique, nationaliste, même des résistants antisémites, hein, parce que l'antisémitisme au Luxembourg avait, on n'a pas attendu l'Allemagne pour nous l'apprendre. Il faut lire Henry Miller qui a visité le Luxembourg pendant 2 jours dans les années 30 avant l'invasion. Il était juif lui-même et il était assez choqué de voir qu'il y avait certains bistrots qui ne voulaient déjà pas laisser rentrer les juifs. Donc, voilà. Mais donc, il y avait toujours un peu aussi ces côtés anticommunistes, etc., d'une partie de la résistance, etc., qui bloquaient aussi beaucoup. Et puis, et évidemment, ces gens-là qui sont partis étaient, avaient de grosses difficultés puisqu'ils n'ont pas été... je crois qu'ils étaient déchus d'un certain nombre de leurs droits, etc. Donc, il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, le Luxembourg avait une politique très ambiguë. C'était notamment il y avait une coalition entre le parti de la droite, qui était l'ancêtre du parti chrétien social, et le parti des travailleurs, qui était l'ancêtre du parti socialiste. Mais le parti de la droite, surtout sous Joseph Bech, avait une position, disons que tant qu'à faire, on préfère quand même les fascistes aux communistes en Europe. Comme le gros de la bourgeoisie européenne. Hein. Tant qu'à faire, voilà. L'armée française qui se fait battre si rapidement en 1940, on peut en discuter si c'était vraiment une défaite purement militaire ou si ça n'arrangeait pas certains milieux à ce qu'il y ait un nouvel ordre européen. Bon, soit. Pour revenir, alors, est-ce qu'il faut que les mentalités changent? Oui, comme je vous l'ai dit, je ne crois pas que les mentalités changent. Je pense véritablement que c'est les rapports de force qui font changer les choses. Et même, par exemple, le droit. J'ai une fois une discussion avec un très bon ami à moi, qui est un juriste excellent, d'ailleurs. Enfin, je pense, moi je ne suis pas juriste, mais je sais qu'il est excellent. Et on en discutait, et il a ce biais un peu que parfois on les juristes, mais tout spécialiste a toujours un biais. Les juristes ont parfois le biais de penser que le droit fait la politique. Et non, j'avais dit, je crois, le droit est à la politique ce que la comptabilité est à l'économie. Quelque part, c'est un instrument, mais finalement, quelque part, l'histoire s'est faite très souvent illégalement. Hein. Les grands changements se font par la force des choses parce qu'il y a des mouvements qui sont trop forts. Et voilà, et donc un nouveau régime s'installe et il se dote d'une légalité, d'une légitimité et ensuite d'une légalité. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des procédures juridiques, évidemment. Il faut utiliser tout. C'est un moyen de lutte, le droit également, parmi d'autres. Mais le droit juste, c'est compliqué. Hein. Ça n'a rien à voir, mais par exemple, quand il y avait un gros mouvement au Luxembourg et qui continue encore, mais il y a quelques années, au niveau des femmes de ménage, qui travaillent pour ces grandes sociétés qui sont des vraies machines à esclavagistes, etc., qui ne respectent pas le droit du travail. Et enfin, grosso modo, ces femmes de ménage, le droit du travail luxembourgeois dit tout simplement, lorsque l'on travaille pendant 10 ans dans un métier, on peut avoir le salaire minimum qualifié, même si on n'a pas les diplômes. Et donc, elles ont fait des démarches devant les tribunaux. Et en plus, comme ici au Luxembourg, il n'y a pas la possibilité de faire, en anglais, on dit class action, c'est-à-dire, donc il fallait qu'elles le fassent toutes individuellement, soutenues par l'OGPL, mais quand même individuellement. Les tribunaux, ils ont eu une lecture très restrictive, ils ont dit non, vous ne recevez pas, c'est un scandale en fait. Et voilà, mais le problème, c'était aussi que c'était une lutte principalement juridique. Et comme le droit du travail au Luxembourg, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas tout à fait favorable toujours aux salariés. Et donc, il n'y avait pas de lutte. Ce qui est aussi difficile, organiser les salariés, les travailleuses les plus faibles de ce pays. Ce sont des femmes étrangères, pauvres, qui travaillent le matin, le soir, l'après-midi entrecoupés, qui ont des enfants. Bon, qu'elles fassent des grandes manifestations de masse, c'est très compliqué aussi, hein, en ayant la peur de perdre l'emploi. Bon, voilà. Si, non, il faut gagner et réconcilier après.
évidemment gagner à partir du respect de certains principes que j'ai déjà énoncés, de la non-violence, d'avoir des majorités démocratiques qui soutiennent les mouvements qu'on va faire. Dans le cadre de, par exemple, je tiens à différencier unilatéralité d'insurrection. Notre mouvement n'est pas un mouvement insurrectionnel, puisqu'on peut toujours voter encore des partis indépendantistes et donc on peut accréditer des majorités démocratiques qui prennent des décisions démocratiques dans un parlement démocratique. Ces décisions unilatérales ou actes de souveraineté. Et c'est ça ce qu'on a fait lors du référendum du 1er octobre là. J'ai parlé beaucoup des violences policières, etc. Mais aussi, ça a été une victoire parce que ce référendum n'aurait pas dû avoir lieu. Le gouvernement espagnol répétait et répétait les jours avant qu'il n'y aurait pas d'urne, qu'il n'y aurait pas de bulletin de vote, qu'on n'allait pas voter, qu'il n'y aurait pas de référendum en Catalogne. Et même s'il y a eu certains bureaux de vote qui ont été fermés par la police, la plupart des bureaux de vote se sont maintenus ouverts. On a voté, on a utilisé un census universel avec un système informatique. Donc, ceux qui, comme moi, étaient dans une école, Ramon Llull à Barcelone, qui a été fermée, on est allé voter dans un autre bureau de vote. Donc, le fait que le référendum ait été fait a été déjà une victoire. Ce qui s'est passé après, c'est une très mauvaise gestion de cette victoire politique du référendum de la part de l'indépendantisme. Et donc, bon, c'est... Oui. Non, je voulais te poser une question quand même. Oui. Parce que... Mais elle voulait répondre à ça. Non, je voulais poser une question à Elisenda, donc, mais je peux la poser après. Ah non, c'était cette question entre la primauté des principes démocratiques et la primauté de la Constitution. C'est-à-dire, en Espagne, constamment, ce qu'on entend, c'est non, vous ne pouvez pas faire ça parce que la Constitution l'empêche, la Constitution l'interdit. Mais est-ce qu'au Portugal, la Constitution portugaise permettait le 25 avril? Bien sûr que non. Ah. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut peut-être... On va changer la Constitution par la suite. Par la suite. Voilà. Et le 25 avril était C'était une expression populaire, un mouvement. Ok, était un coup militaire aussi. Militaire. Coup militaire. Aussi. D'abord, un coup militaire décidé, préparé exclusivement par des militaires, et après, évidemment, la population les a soutenus et a adhéré, comme tu sais, en masse. Mais c'était un coup militaire, et d'ailleurs, après ça, nous avons eu plusieurs gouvernements militaires, junta militaire. Évidemment. Mais ce n'était pas très constitutionnel. Pas du tout, mais je suis tout Non. à fait d'accord. Le fait que la Constitution l'interdit, d'ailleurs, apparemment, il y a des décisions récentes qui ont été prises malgré la Constitution pour permettre, lors de la crise. Oui, la modification de la Constitution, une nuit du mois d'août, pour faire que le paiement de la dette soit prioritaire. Ça a été fait, une modification de la Constitution express. Et nocturne. Et nocturne. Ah oui, ça c'est important. Voilà. Donc, s'il y aurait une volonté politique, de faire évoluer la situation en Catalogne, je suis persuadée que... Il trouverait la solution juridique. Ça, c'est clair. Mais...
On a tout- Vous vouliez me dire quelque chose? Je voulais te poser une question. Voilà, donc, vous ne croyez pas à ce que ce soit possible de changer les mentalités. Moi, je ne crois pas non plus que ce soit quelque chose qu'on puisse faire comme ça du jour au lendemain en claquant les doigts. Mais alors, à quoi ça sert les tablas de conversation qui ont été entamées? Pourquoi va-t-on essayer de négocier si on ne croit pas à ce que cela puisse changer quelque chose? Bonne question, très bonne question. Il ne faut pas prendre l'exemple des Balkans. Pardon? Il ne faut pas prendre l'exemple des Balkans pour régler ce problème. Bon, officiellement, l'explication que donne le parti indépendantiste qui soutient le plus et qui a obtenu cette table après avoir voté l'investiture de Pedro Sánchez, parce qu'il avait besoin de leur voix, c'est qu'il faut montrer à la communauté internationale qu'on a essayé. Ok. Oui, Ouais. on peut le dire comme ça. C'est bon, nécessaire, mais pas suffisant. Non, Et je vous explique pourquoi je pose cette question. Parce que on me l'a posé à moi. On me l'a posé à moi, une collègue syndicaliste finlandaise qui m'a posé cette question. Lorsque, avec mon syndicat, on allait précisément rencontrer notre administration pour négocier quelque chose, et nous, évidemment, nous ne croyons pas à la bonne foi de l'administration, c'est clair. Pourquoi on y va? Parce que, voilà. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? J'étais un peu désarçonnée, je dois dire. Et là, il y avait elle venait d'une culture complètement différente de la mienne. Moi, je pense que dans cette table de dialogue, le gouvernement espagnol, il y va parce que ça lui sert à donner l'image que le conflit est en voie de solution et l'apaiser. Et la partie catalane a cette thèse que de toute façon on sera gagnant. Parce que si on réussit à avoir un référendum d'autodétermination, on aura gagné. Et si on ne réussit pas à avoir un référendum d'autodétermination, on pourra dire qu'on a encore essayé pendant quelques années de l'obtenir. Et après, ça nous renforcera pour faire une autre chose après. Oui, parce qu'il y a la question générationnelle aussi, peut-être. Justement, quand on parle de mentalité, maintenant, je ne sais pas comment c'est en Catalogne, je n'ai pas vu des chiffres, tout ça, mais pour l'Écosse, en tout cas, ça, je me souviens que les jeunes, c'est-à-dire les Écossais de moins de 30 ans, avaient majoritairement voté pour l'indépendance de l'Écosse. C'était à 60%, etc. À mesure qu'ils vieillissaient, ils votaient contre l'indépendance. C'est souvent, c'est souvent des processus comme ça, donc c'est pour ça que les Écossais aussi savent, en tout cas les indépendantistes, ils misent là-dessus aussi sur la jeunesse. En Catalogne, je ne sais pas. En Catalogne, c'est les plus âgés moins, il y avait majorité du non. Les âges moyens, c'était plus pour l'indépendance, et les jeunes, ça commence à diminuer un peu. Mais en réalité, à différence de l'Écosse, qui n'a pas eu des vagues migratoires anglaises fortes, c'est très faible la migration anglaise en Écosse. En Catalogne, toutes les études sociologiques montrent que la facteur qui est plus déterminante, surtout dans le non. Dans le oui, on a des gens qui sont nés en Espagne ou fils aux gens avec des grands-parents nés en Castille ou en Andalousie qui sont pour l'indépendance, mais le facteur d'origine
naissance, où est-ce que tu es né et où sont nés tes parents est assez déterminant. Et là, en ce moment, les enquêtes qui donnent que parmi les jeunes, on commence à voir des résultats plus négatifs dans les enquêtes. C'est vrai aussi que il y a c'est un peu le facteur immigration qui pèse parce que c'est des enquêtes qui se font à toute la population, pas seulement à ceux qui ont le droit de vote parce qu'ils ont la nationalité. Et en ce moment-là, parmi les jeunes, j'ai vu la dernière enquête qui s'était faite avec la question sur l'indépendance, et parmi le 36% des âges 19 à 25 ans, 36% sont nés à l'étranger. C'est surtout des vagues migratoires de l'Amérique latine en ce moment. Et c'est normal que… Comme au Québec. Oui, c'est un peu plus, ça ressemble un peu plus au Québec. Donc, c'est aussi une question importante parce que pour pouvoir intégrer toutes les vagues migratoires, on a besoin d'éléments, d'instruments, et en ce moment, les instruments, c'est l'État espagnol qui les a. S'ils veulent acquérir la nationalité espagnole, la langue qu'il faut qu'ils démontrent qu'ils parlent, c'est l'espagnol, pas le catalan, etc. C'est une question qui en ce moment et en plus, pèse. Ça se complique par l'hégémonie de la langue espagnole dans les médias. C'est-à-dire en Catalogne, on a 14 télévisions, disons, accessibles, on va dire comme ça, mais en catalan, il y en a 3. Oui, mais les jeunes ne regardent pas la télé. Le problème, c'est l'audiovisuel moderne, le TikTok, les plateformes YouTube, Netflix, les dessins animés. Tout ça est exclusivement en espagnol, et il y a une présence mais complètement résiduelle du catalan. Il y a une génération de jeunes qui ont accédé à la langue catalane, qui venaient des vagues migratoires de l'origine andalouse, castillane. La génération qui a en ce moment 35 ans, 40, 45, ils ont acquis la langue catalane à l'école aussi, mais surtout de façon sociale, grâce à TV13 et en particulier aux émissions pour enfants qu'avait TV13, qui à l'époque était très à la pointe. Mais maintenant, les enfants ne regardent pas les émissions pour enfants de la télé, ils regardent des vidéos qu'ils trouvent sur les plateformes. Alors, il y a plus de moyens de faire de la publicité pour la cause catalane s'il n'y a pas la télévision espagnole uniquement qui fait de la publicité. Donc, s'organiser, en fait, il y a plus de moyens pour… Oui, l'existence de la télévision catalane, évidemment, ça a été un facteur positif. Mais ce que je dis, c'est qu'en ce moment, les générations plus jeunes, la télévision, ils ne la regardent pas. Mais oui, à faire publicité. Pour votre cause, vous pourriez plus faire alors, dans ce domaine. Oui. Pour auprès des jeunes. Oui, non, moins, parce que ces plateformes, les langues minoritaires ont beaucoup de problèmes à être présentes dans ces plateformes avec les sous-titres ou le doublage. Il n'y a presque pas de catalan dans les plateformes. En ce moment, il y a une discussion sur la loi de l'audiovisuel qui adapte la directive européenne. C'est une loi espagnole. Et elle a été rédigée de façon à protéger l'espagnol et oublier les autres langues. Et donc, en ce moment, les partis indépendantistes qui ont présence au Parlement espagnol sont en train de négocier comment ils sauvent que cette loi protège aussi les autres langues et non seulement l'espagnol. C'est vrai qu'on essaye d'être présent à TikTok, mais tout ça est fortement dominé par l'espagnol. Le problème d'usage social du catalan en ce moment est assez… C'est le nombre de peuples. C'est le nombre de peuples. Il y a beaucoup
plus de... C'est la démographie, oui, c'est le facteur démographique est important. Oui. Et l'espagnol est en plus une langue qui n'est pas que parlée en Espagne. Oui, Non, c'est vraiment non, une non, langue, elle est parlée, c'est une langue mondiale, elle est produits parlée tous les d'Amérique produits latine. d'Amérique latine. D'Amérique du Nord même. Ouais. C'est énorme. Les chansons, la musique latine. Oui, donc on vous invite à venir souvent dans les concerts qu'on fait ici au Centre catalan, que c'est beaucoup de fois d'excellents artistes catalans qui chantent en catalan. Et vous découvrirez probablement des musiciens que vous n'aurez pas imaginé qui sont d'une qualité telle. Bon, évidemment, on ne peut pas aller beaucoup plus loin des déserts qui nous ont été un peu alloués comme, disons, espace temporaire conseillable pour une retransmission via streaming, mais bien évidemment, on a encore le temps de peut-être que vous fassiez chacun de vous vos conclusions, entre guillemets. Peut-être on peut laisser les gens, le public s'exprimer, c'est mieux. Moi, je trouve... Vous êtes d'ici ou... Oui, je suis luxembourgeois, de la Bosnie, du Monténégro, Bruxelles, de Berlin, Madrid et de Barcelone. Ah, d'accord. J'aime bien l'Espagne, j'aime bien Barcelone. J'aime les deux. Et pour moi, c'est une question, je ne pourrais pas vous dire de quel côté je suis. Je suis du côté des deux peuples, disons, parce que, encore, mon exemple, la Yougoslavie, on dit oui, comme ma mère a parlé avant, pourquoi la Yougoslavie, c'était un bon truc ou non? À la fin du compte, maintenant on se rend compte, non. Mais parce que les peuples, déjà, il y a une grande différence chez nous. Chez nous, il y a la même langue. Chez vous, il y a la même religion de langue. Et c'est quoi ce qui fait un peuple? Alors, la religion, la langue. C'est la religion, c'est la langue. Alors, non, il faut se mettre d'accord pour avoir quelque chose de clair, pour quelque chose d'universel, pour le droit humain universel. On va dire. La nationalité est faite par la langue, la nationalité est faite par la religion. Non, elle est faite par les deux, peut-être, ou par quelque chose troisième, encore plus artificiel. Donc, c'est de cette façon-là, pour moi, ce n'est pas vraiment visuel. Si quelqu'un devrait être un peuple ou une nation, parce que pour moi, une nation, c'est aussi quelque chose d'artificiel. Dans l'histoire, c'est quelque chose de tout nouveau. Wagner, c'est la nation la plus ancienne, la nation. C'est grande discussion. On ne sait pas. Bon, c'est vrai que dans le cas de... Peut-être, oui, je suis pour l'Europe des régions. J'ai lu un livre il y a longtemps, j'ai écrit Le futur de l'Europe dans 150 ans, et prévoyait un futur, l'Europe des régions, comme le Tyrol, la Bavière, qui créerait en sorte des régions distinctes des régions d'Allemagne, de la France, des régions qui se connaîtraient plus, qui engloberaient plus les régions qu'elles représenteraient, comme la grande région du Luxembourg, la Catalogne, un peu la France, le Sud. Ouais. Je ne suis pas vraiment persuadé de l'autodétermination. De mon propre exemple, je ne peux pas dire à la personne que c'est une mauvaise idée. Si on prendrait par exemple le cas du Kosovo et le cas de la Serbie. D'un côté, la Serbie et les Espagnols sont des grands copains parce qu'ils sont d'accord que le Kosovo ne devrait être pas un pays. Ce qui est pour moi, en tant que Bosnien, super, parce que dans mon pays, il y a des personnes qui veulent avoir le droit autodéterminant, les Serbes de la Bosnie. Donc, les Serbes ne peuvent pas d'un côté dire aux Albanais, non, vous n'avez pas droit à un pays, et dire aux Bosniens, Serbes, oui, vous avez droit à un pays. Donc, c'est quelque chose de... Bon, ça, c'est des cas balkans, ça. Ok. Non, moi, c'est une petite réflexion seulement. Disons que moi, je crois que moi, je suis espagnole, je ne suis pas catalan. Je suis de Madrid. Et moi, je pense que peut-être, comme on nous dit tout le temps,
le problème, un des gros problèmes de l'Espagne, c'est le problème catalan. C'est pas vrai. Le problème de l'Espagne, c'est le nationalisme espagnol. Et c'est que le nationalisme espagnol représente l'Espagne, en fait. Avec un État, avec une qualité démocratique assez douteuse. Et alors, c'est beaucoup plus facile toujours de regarder dehors et considérer qu'il y a un problème dehors et que les gens là posent des problèmes au lieu de regarder dans notre propre entourage pour voir quel est le véritable problème. Et je crois qu'en Espagne, il y a une qualité démocratique assez faible. Et c'est un peu le noyau pour moi de tout ce qui se passe en Catalogne, au Pays Basque, et aussi de tous les attentats contre les droits fondamentaux de beaucoup des Espagnols, pas seulement des Catalans, de beaucoup des Espagnols. Alors peut-être qu'il faut, pour les gens qui ne connaissent pas l'Espagne, d'abord se pencher sur les problèmes du nationalisme espagnol et voir d'où ça vient et quelles sont les conséquences du nationalisme espagnol pour comprendre beaucoup de choses comme pourquoi les Catalans revendiquent une nation et une séparation de l'État espagnol. Je voudrais seulement ajouter, peut-être je suis très pessimiste, mais je pense que la Catalogne doit absolument être indépendante parce que c'est sa survie qui est en cause. Parce que maintenant, nous souffrons une attaque directe déjà à combattre toutes sortes l'assimilation et les vues d'une certaine personne, une certaine tête de l'Espagne ou de pouvoir, certaine élite de l'Espagne. Donc, absolument, c'est nécessaire de l'indépendance parce que d'ici à 50 ans, nous pouvons avoir l'histoire. Et c'est dommage. Ok, je dois vous demander votre commentaire final, Eduarda. Le problème, disait Alicia, c'est le nationalisme espagnol. Oui, c'est comme un ancien empire colonial qui résiste à laisser partir sa dernière colonie. Parce que c'est des relations de domination. Et ceci étant dit, je ne peux que répéter ce que j'ai dit. Je crois que la solution doit venir de l'intérieur. C'est pas aucune institution internationale pourra vous offrir la solution. Et que quelle qu'elle soit, que ce soit l'indépendance, que ce soit une autre forme, que je ne sais pas, mais c'est à vous de la découvrir. Et à mon avis, je crois qu'elle doit passer par le dialogue, par une forme de dialogue à laquelle il faut croire, parce que sinon, le peuple ne croira pas non plus. Et même si c'est difficile, je crois que le rôle des politiciens, c'est de donner aussi de l'espoir. Donner de l'espoir et maintenir les niveaux d'énergie et permettre que les gens, que le peuple soutiennent le projet. Si, bon, ça c'est un Évidemment, je ne peux que souhaiter vivement que tout ce processus soit un processus de paix et un processus démocratique comme vous le souhaitez. David. La conclue. Oui. Pas de marxisme. Ah bah,
Alors, je ne peux pas parler. Non, non, c'est même pas une question de marxisme, mais c'est une question de qu'est-ce qui est important finalement, à quoi sert une nation? Non, vraiment, moi je pose cette question, puisqu'il y a, vous savez, ma mère vient d'une ancienne nation qui a disparu, c'est la Provence, qui est cousine de la nation catalane, on va dire. Ma grand-mère, qui était née en 1919, et mon grand-père en 1912, lui, il est mort très tôt, il ne parlait pas provençal. Il avait des expressions, mais il venait de Marseille. À Marseille, comme c'est une grande ville, on parlait déjà plus français que provençal que dans les petits villages. Plus personne ne parle provençal en Provence. Si certains, les groupes folkloristes, on va dire, qui sont très charmants, etc. Mais c'est mort. C'est mort. C'est une réalité. Il y a des expressions qui sont rentrées dans la langue française, etc. Et c'est comme ça. Alors, on peut dire, il y a peut-être 150 ans, les Provençaux auraient été attristés de savoir, où il y a un siècle, que cela arriverait. Et maintenant, un jeune provençal de 20 ans, il n'y pense plus. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je ne sais pas. Moi, je trouve que la langue provençale est très jolie, mais voilà, elle n'a pas complètement disparu. Donc, en effet, ça sert à quoi une nation? Pourquoi est-ce qu'elle est là? La France, Zemmour va dire c'est le baptême de Clovis. Un historien sérieux va dire c'est pas comme ça qu'on fait. Et puis est-ce que c'est la Révolution française? Probablement, peut-être un peu plus, mais la Révolution française, il y a des valeurs derrière qui ont ensuite été trahies, etc. On peut en discuter longtemps. Donc, à quoi ça sert justement? Pour conclure vite, rapidement, un livre que vous connaissez probablement tous, c'est Hommage à la Catalogne d'Orwell, qui est un livre fantastique, évidemment. Lui, il est anglais, et très anglais d'ailleurs, pas plus anglais que britannique. Il va là-bas, il découvre la Catalogne en pleine révolution, il devient quasiment catalan. Enfin, il ne dit pas ça, mais il appartient à la Catalogne parce que pour lui, ce qui l'intéresse au début, c'est combattre le fascisme, et après, parce qu'il était très apolitique, et il s'est politisé sur place, dans le POUM, c'était faire la révolution. Ouais, ouais. Et donc, c'est fantastique ce livre. Et puis, bon, il est parti, il est rentré chez lui, mais quelque part, il appartenait à ça. Et donc, je pense que c'est la lutte. Et ça aussi, par rapport peut-être aux nouveaux immigrés qui viennent, qui ne sont pas catalans, qui ne sont peut-être même pas espagnols, enfin, immigrés espagnols, etc. Parce que c'est toujours dangereux de tomber dans une forme d'ethno, truc comme ça, d'ethnicisme. Je pense que probablement qu'un processus d'émancipation qui inclurait l'indépendance de la Catalogne devrait inclure également, parce que c'est une question d'opprimés, et puis souvent les immigrés sont opprimés, ils peuvent également joindre cette lutte, immigrés, cette lutte, hein. C'est pas moi de dire comment. Sinon, il y en a beaucoup qui viennent aussi de peuples opprimés. Voilà. Et c'est toujours lié les différentes oppressions et faire avoir un projet, une nation pour une nation quelque part. Pour moi, c'est pas si important. C'est qu'est-ce que représente un tel mouvement d'émancipation? Oui, c'est vrai ce que vous dites, mais en même temps, s'il y a, par exemple, vous qui venez de l'écologisme, on essaye de préserver la diversité des espèces animales, des végétaux, on se préoccupe pour qu'il n'y ait pas une salamandre spécifique de ce terroir qui disparaisse ou le loup de je ne sais quoi, et on ne va pas se préoccuper que la diversité linguistique et culturelle soit préservée. Elle est une richesse en elle-même. Absolument, absolument. Oui. Okay. Alors, ça c'est... Il ne faut pas oublier ça, même si ce n'est pas que la langue, la Catalogne, c'est évidemment beaucoup plus d'autres choses. Et la Catalogne d'aujourd'hui, c'est aussi le fruit de tous les apports qu'elle a reçus. Et surtout, elle doit répondre aux besoins et aux nécessités des Catalans d'aujourd'hui. Mais c'est vrai aussi que notre façon d'appartenir au monde est un peu différente. Et c'est cette différence qu'on veut aussi maintenir. Ok, c'est une jolie conclusion. Et bon, une fois de plus, un grand merci à Eduarda pour sa disponibilité, à David aussi pour sa paléodisponibilité, et bien évidemment à Elisenda pour les déplacements. C'était
Un Sa plaisir découverte de Luxembourg. de découvrir le Luxembourg. Oui. Ok, c'était un grand plaisir. Bueno,